Donc, alors, je suis très heureux d'accueillir ici Éric Barret pour la sortie de son nouveau livre aux éditions Almora, Dialogue sur le yoga, en poche. Voilà. Je remercie aussi la librairie Almora de nous recevoir. Julie, Sophie et Claude, merci beaucoup. C'est une belle librairie à Paris. Donc, il y a un enregistrement qui va être fait de la rencontre. Et donc, cet enregistrement sera en ligne d'ici quelques jours sur le site de la maison d'édition Almora. Alors, il y a ce livre dont je vais parler, mais il y a également, dans l'actualité d'Éric, il y a aussi ce livre d'entretien à l'école de Jean Klein, des entretiens de Ludovic Fontaine avec trois, je veux dire, élèves de Jean Klein, Éric Barret, Francis Lucille et Jean-Marc Mantel. Et je vous recommande particulièrement l'entretien d'Éric, parce qu'il est vraiment tout à fait magnifique, très beau, et je trouve que ça va vraiment au cœur de son enseignement. Alors, Eric est très important pour la maison d'édition Almora, en fait, parce que il est là depuis très longtemps. En fait, la maison d'édition a été créée en 2005. Moi, j'y suis arrivé en 2009, 2010, et il y avait déjà plusieurs livres d'Eric ici dans la maison d'édition Almora. Donc, pour moi, ça me donnait vraiment, ça montrait qu'elle était sérieuse, quoi, puisqu'elle publiait Eric. Et il y avait donc Yoga, corps de vibration, corps de silence en 2006. Le seul désir aussi en 2006, Le sacre du dragon vert en 2007 et Les crocodiles ne pensent pas en 2008. Donc il y a eu comme ça en 4 ans, quatre livres même d'Éric. Et ensuite, Corps de silence, corps de vibration 2010-2015 et 250 questions sur le yoga 2019. Donc moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Eric, et je lui dis ici, c'est cette fidélité à la maison d'édition. Voilà, il nous propose ces textes et on est très très heureux de les éditer. Voilà, ça me semble important parce que la fidélité, c'est quand même aussi, je trouve, une qualité du chemin spirituel. Alors, donc ce livre, Dialogue sur le yoga, est en fait une réédition euh, d'une partie d'un livre qui était donc publié en 2006. J'en ai parlé, Yoga, corps de vibration, corps de silence. Donc ce gros livre, voilà, contenait à la fin des dialogues. Et ce gros livre a été réédité, lui, en deux parties, Corps de silence 2010, Corps de vibration 2015, sans les dialogues. Je me souviens plus pourquoi on n'avait pas fait le dialogue d'ailleurs. Mais entre le premier et les deux, bon, il y a eu quand même des ajouts. Oui, il y a eu des ajouts, voilà, il y a eu des ajouts, voilà. Et donc il restait ces dialogues qui étaient magnifiques, que j'ai relus et donc qui sont à nouveau maintenant disponibles. Donc, dialogue sur le yoga, donc on va parler du yoga. Alors moi, je pratique pas le yoga, donc j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. Tu me diras, Eric. En plus, ton yoga, c'est vrai. Bon, on associe le yoga aujourd'hui au hatha yoga, aux postures, à des studios où on va pratiquer le yoga pour la santé. Donc ça n'a rien à voir. Ton yoga n'a vraiment rien à voir. Alors, est-ce que tu serais d'accord, peut-être pour définir ton yoga comme un art de l'écoute? J'ai l'impression que le yoga, pour toi, c'est une manière d'être ouvert à tout ce qui se présente, aux sensations, aux perceptions, aux émotions, parce que très souvent, on n'est pas attentif à tout ça, en fait. Et j'ai l'impression que le yoga, pour toi, c'est un nom pour cette écoute à tout ce qui se produit. Oui et non. C'est-à-dire l'écoute est pas liée au yoga. C'est-à-dire que peut très bien avoir cette écoute. Maître Eckhart vivait dans cette écoute, il pratiquait pas le yoga. Non. Donc l'écoute et le yoga sont pas synonymes. On va dire que dans l'approche de Jean Klein, que lui a appelé l'approche corporelle, qu'ensuite on a pour des raisons pratiques appelé yoga du Cachemire, même si ça veut rien dire. Euh, c'est une approche qui met l'accent sur se rendre compte qu'on n'écoute pas. Eh oui. Donc ça stimule effectivement l'écoute, mais c'est important de comprendre que l'écoute n'est pas liée au yoga, c'est-à-dire que on peut avoir une vie profonde sans faire de yoga, Hmm. mais l'accent est mis sur de découvrir à quel point on n'écoute pas, c'est-à-dire à quel point on anticipe, à quel point on se réfère au passé, à quel point on projette au futur. Et c'est cette prise de conscience de ces mécanismes qui va amener éventuellement des moments de d'écoute. Hmm.
Et donc, le yoga est souvent associé aux postures, donc aux asanas. Donc, quel est le rôle des postures, en fait, dans ce yoga? S'il s'agit de voir qu'on n'écoute pas, en quoi la posture, elle peut nous aider? Euh, Oh, simplement que euh, il y a un élément pratique. Finalement, si on réunit des gens et en disant voilà, on va se donner à l'écoute, euh, pour beaucoup de gens, ça reste très très intangible. hmm, Donc finalement, la pratique du yoga, comme n'importe quel art, c'est un peu un prétexte pour la réunion. Mais on pourrait danser, on pourrait chanter, on pourrait faire de la calligraphie ou faire des arts martiaux. Pour moi, ce serait exactement la même chose. Le but de la réunion, c'est de stimuler l'écoute et Abhinavagupta, un des chapitres du Tantra Loka, dit que celui ce qu'il appelle Sharidaya, le spectateur qui a une âme, est plus près euh, de la clarté quand il assiste à un moment de théâtre ou de danse qu'un yogi dans sa grotte qui s'identifie à ses efforts finalement. Donc déjà, chez Abhinavagupta, il y a cette notion euh, de l'observation artistique qui est l'écoute. Et Abhinavagupta va dire dans le même chapitre, si l'environnement contient d'autres personnes qui ont cette même perspective, cette même écoute, il y a une espèce de stimulation de l'écoute dans un environnement d'écoute. Donc, c'est une réunion, c'est un peu ça. C'est un peu ces 50 personnes qui viennent là pour ne rien faire. Et donc, c'est cette dynamique sans direction objective qui va stimuler l'écoute. Alors, comme hmm, la plupart des gens ont des corps, je dirais, pas forcément en très bon état, et si on reste assis 8 heures par jour sans bouger, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc, on va aller un peu en avant, aller un peu en arrière, un peu sur le ventre, un peu sur le dos, un peu sur la tête. C'est un prétexte. Parce que pour beaucoup de gens, l'immobilité, en tout cas extérieure, est très difficile. Donc c'est uniquement un prétexte. Mais hmm, finalement, si les gens venaient dans une disponibilité corporelle profonde, on pourrait très bien rester assis ensemble, ce serait la même chose. Et pour beaucoup de gens, le mouvement, c'est plus facile, les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de... Bon, le yoga, un prétexte comme un autre pour nous. hmm. Et tu as parlé de clarté à l'instant, là, dans l'entretien, là, avec Ludovic, j'avais repéré cette phrase. Tu disais, le yoga n'est pas un moyen d'arriver à une clarté, mais un moyen d'exprimer cette clarté. Abhinavagupta, dans son Saloka, dit le, le yoga ne mène pas à la conscience, c'est la conscience qui mène au yoga. C'est-à-dire que l'approche est non démocratique, c'est pas le moins qui peut aller vers le plus. C'est une approche de disponibilité. Et donc, le yoga est finalement, si on le prend dans ce sens-là, c'est un art de, comme tu disais au début, d'abord de se rendre compte qu'on n'écoute pas et par là même, écoute et se rendre compte qu'on n'écoute pas. Hmm, Donc, c'est une art de stimulation-là. Et effectivement, éventuellement, chez certaines personnes, le pressentiment de l'écoute va les amener à se rendre compte combien pour eux l'écoute est une forme de concept. Mais mentalement, quand leur femme les trompe, quand leur enfant est malade, quand ils ne savent pas comment payer leur loyer, ils s'aperçoivent qu'ils quittent cette écoute. Quand leur corps est malade, et ils ont une trop grande douleur, ils quittent cette écoute. Donc ils ont cette écoute je dirais, quand tout va bien. hmm, Mais les femmes ne sont pas toujours fidèles, les enfants sont pas toujours en bonne santé, les corps ne sont pas toujours euh, en état. Donc le yoga va être de transposer l'écoute qu'on a dans un moment de tranquillité pour le transposer dans la tendresse et dans la violence, pour le transposer dans le plaisir et dans la douleur. hmm, C'est-à-dire d'amener le corps et le psychisme, de pouvoir intégrer l'écoute dans les différentes modalités de la vie, et non pas que ça reste une possibilité dans des moments de clarté, mais dès qu'il y a un conflit affectif, qu'on perd cette écoute. hmm, Donc c'est une transposition, donc c'est le pressentiment de l'écoute qui va amener quelqu'un de se rendre compte que finalement, il parle de l'écoute, il s'intéresse à l'écoute, mais quand sa hanche est bloquée, il a plus d'écoute. Quand il a un problème affectif, il a plus d'écoute. Donc, le yoga va être un art à un certain point, d'intégrer l'écoute
dans les éléments corporels et mentaux. Mmh. Et là, tu as cité à plusieurs reprises Abhinavagupta et le shivaïsme du tantrisme qui est une de tes grandes références, comme c'était celle de Jean aussi. Par contre, tu es assez dur avec Patanjali, en fait, parce qu'on associe souvent le yoga à Patanjali. Le Yoga Sutra, c'est aujourd'hui un texte que tout le monde vénère, et pourtant, qu'est-ce que tu... Non, c'est pas Dieu du tout, c'est que, alors, d'abord, Patanjali, c'est une manière de parler, c'est pas une personne, c'est un centre, vraisemblablement. En plus, c'est un texte qui est d'une complexité Mm, immense, et pour comprendre Patanjali, il faut comprendre la culture védique à laquelle il a été écrite, sinon on le traduit très mal, et chaque mois, il y a quelqu'un d'incompétent qui le traduit depuis 30, une nouvelle traduction depuis 30 ans, et c'est aussi nul que les autres. Euh, c'est un texte qui est fait pour les ascètes. Donc c'est védique. mm, L'approche védique, la grande différence entre l'approche védique et tantrique, c'est que l'approche védique est faite pour les hommes et pour les ascètes, et est basée sur la notion de pureté et d'impureté, qui n'est pas reconnue dans le tantrisme. Donc une femme en Inde ou une autre caste ne peut pas avoir accès à l'enseignement védique, mais peut avoir accès à l'enseignement tantrique. L'approche védique, c'est le passage de la pureté, de l'impureté à la pureté. Donc c'est une discipline fascisante, pas dans le sens négatif, mais quand celui qui s'est engagé dans la SS, mais cette même impulsion de vouloir aller vers la pureté. Euh, Moi, je n'ai pas d'opinion politique, mais j'ai peu de stimulation de spirituelle vers un fascisme comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est réservé à vraiment une démarche ascétique. Et vouloir de nos jours, dans les écoles de yoga, à des gens qui vont faire un 4 heures de yoga par jour, suivre les yamas et niyamas, me paraît d'une totale stupidité, parce que les observances et les abstinences, qui sont la base du Yoga Sutra, euh, en vérité, sont, du point de vue du Cachemire, Abhinavagupta le signale aussi dans le Tantra Loka, c'est l'ultime résultat de l'intégration de la conscience. Quand quelqu'un est libre de lui-même, effectivement, il n'a plus besoin pour se protéger de mentir, de s'approprier des choses, de voler, etc. Mais demander à une personne, à un ego, d'être non égotique, dans le meilleur des cas, ça amène le psychiatre. mm, Et c'est l'approche de Patanjali. On doit faire des observances et des abstinences. Et quelqu'un qui vit avec une pathologie intérieure profonde, qui est le cas de l'être humain en général, lui interdire ce qui le fait vivre, finalement, c'est tout à fait, pour moi, c'est une forme de violence. Et Abhinavagupta dit ce qui est naturel chez nous est artificiel. Il appelle l'approche de Patanjali Kritima, qui veut dire artificiel. Et il dit pour nous c'est naturel. Donc la prise de conscience est l'essentiel, ce pressentiment. Et ensuite, progressivement, cette prise de conscience va s'intégrer corporellement et mentalement. Et là, éventuellement, Yama et Niyama sera l'ultime expression de la conscience mm, et non pas un moyen mm, pour arriver à la conscience. mm. Oui, je me souviens de textes d'Abhinavagupta qui critiquent les postures du yoga. Absolument. Ouais, ouais. Et là, tu as parlé ça revient souvent dans le livre, tu compares souvent le yoga, donc, enfin, ton yoga, à un art. Et je me demandais en quel sens c'était un art en fait. Est-ce que c'était un art parce que comme le violoniste doit savoir bien maîtriser son violon pour jouer, on Non, doit... Non? c'est un art parce que c'est gratuit Hmm, et ça sert à rien. Si ça servait à quelque chose, ça ferait partie du processus de védique de purification. hmm, Quand Abhinavagupta dit la clarté amène au yoga, c'est pas le yoga qui amène à la clarté, ça veut dire que la clarté est non causale. Donc aucune activité va ramener, comme on dit dans l'islam, Dieu est plus près que la veine jugulaire, donc on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et quand Ibn Arabi décrit le voyage du prophète, et son propre voyage sur la nuit d'Al-Buraq, où il va rencontrer les différents prophètes, il va se voir lui-même debout à côté de Dieu. Ibn Arabi précise que c'est pas un voyage vers Dieu, parce qu'on ne peut pas se rapprocher de Dieu, qu'il est plus près de nous que la veine jugulaire, mais c'est un voyage dans les signes de Dieu. Donc c'est exactement la même chose, c'est la non-appropriation finalement. hmm, Et donc la pratique, c'est une forme d'extériorisation du pressentiment. Et c'est un art dans le sens que l'art ne sert à rien. Quand un musicien joue tous les jours 3 heures de violon, quand un danseur danse, à quoi ça sert? Ça sert à rien.
Le danseur pourrait aller s'occuper des vieilles dames qui sont en train de mourir à l'hôpital, pour aller creuser des puits en Afrique, pourrait aller s'engager après la guerre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue du violon. Ça sert à rien. Et le yogi, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il inspire, il expire, il lève un bras, il baisse un bras. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Mmh. Donc ça familiarise avec la gratuité. Mmh. Ça familiarise avec l'évidence que ce que je cherche n'est pas dans un monde causal. C'est je me permets d'être totalement libre de toute dynamique vers quelque chose. Ça devient une dynamique par quelque chose. Donc c'est dans ce sens-là Mmh. que pour nous, que Jean Klein, en tout cas, le voyait comme un art. Mmh. Et alors, le yoga passe par le corps, mais le corps dont tu parles, c'est très intéressant parce que tu dis très souvent, le corps, on ne connaît pas le corps en fait, on en a un concept, Bien sûr, c'est un concept, une illusion, tu dis aussi une imagination, oui, c'est une et peur. voilà, une défense, tu l'as même dit, ouais. Oui, c'est une peur. Ce que les gens appellent leur corps, c'est une peur. C'est un schéma corporel qui s'est créé très très tôt dans la vie. Et pour me sécuriser, je me sens. Donc j'ai créé un corps musculaire de défense, d'agression, les jambes, les bras, la mâchoire, tout le corps est devenu un mécanisme de survie. Et ce que les gens appellent sentir le corps, c'est sentir une tension. Quand quelqu'un dit oh, je sens mon dos, ça veut dire quoi? Il sent une tension dans le dos. Quand quelqu'un dit je sens mon cœur, ça veut dire quoi? Il faut voir un cardiologue. Quand je dis je sens mes dents, ça veut dire quoi? Je dois voir un dentiste. Donc quand on sent le corps, ce qu'on appelle maintenant sentir le corps, c'est sentir une tension. La nature du corps, c'est de rien sentir. Quand on est en bonne santé, on ne sent pas son corps. Quand vous regardez la pleine lune, vous ne sentez pas votre corps. Et si vous sentez votre corps, c'est qu'il y a un problème corporel. Le corps fonctionne comme ça. Il est fait pour jamais être senti. Quand on marche dans la rue, on ne sent pas son corps. Euh, Tout le système organique du corps sont faits pour ne pas être sentis. Et à ce moment-là, le corps devient un organisme d'information. Si je marche sur un clou, je sens le coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois faire attention. Donc le corps me donne l'information quand le corps te fait sentir, ça veut dire le corps me dit attention. Donc, je mets la main près d'une flamme, ma main me dit attention. Je retire la main, donc l'information me dit, donc sentir le corps, c'est une information de faire attention. Dans un état normal, après quand on a un certain âge, c'est différent, mais en général, on va dire, on ne doit pas sentir le corps. Et ce que les gens appellent sentir le corps, quand ils disent je sens mon corps, en réalité, c'est sentir une tension. Donc, comme la plupart des gens se réfèrent à ça en disant je sens mon corps, à ce moment-là, on va dire non, c'est pas le corps que tu sens, c'est une réaction que tu as créée, c'est une défense que tu as créée dans la toute petite enfance pour survivre aux coups, pour survivre aux caresses, pour survivre aux vicissitudes de la vie. Et maintenant, cette représentation tactile, c'est fixé dans mon cerveau et ça, je viens à dire je sens mon corps. Mmh. C'est pas vrai. Et le yoga traditionnel est l'art de mettre en question le schéma corporel. Qu'est-ce que c'est la vraie sensation du corps quand j'enlève tout ce qui est défense corporelle, quand j'enlève tout ce qui m'a fait, tout ce que j'ai fait pour survivre finalement. Donc c'est un art d'exploration du schéma corporel, à un moment donné où il n'y a plus de nécessité de se défendre. Euh, donc, mais la sensation classique du corps, pour nous, c'est un schéma. Et c'est pas une invention, c'est pas un scoop. Quand un psychiatre reçoit un enfant, il lui demande de dessiner une maison, dessiner un arbre, et le psychiatre voit tout de suite les problèmes de l'enfant. Parce que le schéma corporel s'exprime immédiatement dans le dessin, Mmh. dans la motricité, dans la respiration. Mmh. Et dans la pratique, en fait, tu invites les gens, c'est ce que j'ai remarqué, à, donc, à écouter la sensation et à laisser le corps se dissoudre dans l'espace, en fait. Oui, parce que la sensation naturelle du corps, encore une fois, c'est cette non-séparation avec l'environnement. La séparation est une pensée, c'est pas une réalité objective. Et donc, comme j'ai créé un corps pour me défendre, et progressivement, la tactilisation des défenses va faire qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de soulever mes épaules, j'ai plus besoin de bloquer les hanches, j'ai plus besoin de tenir ceci, j'ai plus besoin de, et quand j'ai plus besoin de me prétendre, quand j'ai plus besoin de m'inventer, effectivement, il y a naturellement une espèce de non-séparation tactile avec l'environnement. Mmh. Mais ça doit être tactile, sinon ça reste conceptuel. Mmh. Et justement, avec ce tactile, j'ai trouvé très intéressant aussi le travail que tu fais, enfin, si on peut appeler ça travail, sur les émotions, sur les traumas. C'est-à-dire que les gens qui ont donc ces résistances, ces traumas, au lieu de chercher une cause dans le passé au trauma, tu les invites au contraire à ressentir l'émotion, donc la sensation, ce qui les amène en fait à une libération. Ça, Alors, c'est très intéressant et il faut être honnête.
Jean Klein a toujours été très clair là-dessus. Quand le trauma est assez superficiel, le fait de simplement ressentir le trauma peut permettre effectivement que que le trauma monte à la surface et se libère. Si le trauma est très profond, c'est pas vrai. Mmh. Par contre, je suis obligé de commencer par l'écouter. Et quand j'ai écouté un trauma, il va petit à petit changer de place. Un peu comme quand tu as mal au genou, tu vas voir l'ostéopathe, il va travailler sur ton épaule. Pourquoi? Parce que le problème vient de l'épaule et tu as compensé par la hanche et finalement tu sens ton genou. Donc ce qui nous semble être le trauma, en vérité, est une couverture de trauma plus ancien qu'on n'est même pas prêt à faire face. Donc, dans l'approche tactile, on va laisser vivre effectivement le sommet de l'iceberg, qui est le trauma apparent, et petit à petit, on va être amené vers une autre périphérie tactile, puis vers une autre, jusqu'à un moment donné, on peut trouver effectivement le nœud essentiel. À ce moment-là, s'il y a vraiment une écoute sans intention, il peut y avoir une espèce d'intuition de comment intervenir sur ce trauma. Ce trauma. Donc il y a une intervention, mais c'est plus une intervention par réaction. C'est pas une intervention pour lever le trauma, c'est une intervention pour mieux écouter le trauma. Ça peut être une chirurgie, ça peut être une psychothérapie, ça peut être un massage, ça peut être un changement alimentaire, peu importe, ou le yoga. Mais il faut que la technicité pour faire face au trauma vienne de l'écoute et non pas de la réaction. Et si le trauma est fort, est vraiment fort, il va falloir une intervention, mais une intervention basée sur l'écoute. Ensuite, la technologie d'intervention va dépendre du trauma, et ça, c'est pas de notre domaine. Moi, je suis pas thérapeute. Par contre, je donne une orientation, comment trouver le bon thérapeute. Est-ce qu'il faut voir un Jungien? Est-ce qu'il faut voir un psychanalyste? Est-ce qu'il faut voir un psychiatre? Est-ce qu'il faut voir un kiné? Euh, on peut amener la personne de pressentir. Et à ce moment-là, elle doit suivre l'événement. Mmh. Mais quand un trauma est léger, quand la personne a une certaine maturité, ou quand elle a compris que le passé c'est fini, c'est mort, que ce qui est arrivé à 5 ans, ben, c'est fini, et j'ai pas besoin de porter mon passé sur mes épaules, on peut ne pas avoir besoin non plus. Parce qu'il y a toujours un trauma. Parce que les situations ne causent pas le trauma. Euh, Jacques Luzeran, passé 2 ans à Buchenwald. Il est sorti, il était heureux. C'est une preuve que Buchenwald ne le rend pas malheureux. Mais quand il est allé voir après la guerre dans les réunions de déportés, il a tellement été mal accueilli qu'il est parti en Amérique. Parce que les anciens déportés ne supportaient pas qu'on leur dise on peut être heureux après Buchenwald. Mmh. Et quand il est allé voir les aveugles, lui étant aveugle depuis 8 ans, et qu'il a dit à des aveugles on peut être vraiment heureux être aveugle, il a tellement été violemment chassé des milieux d'aveugles qu'il est parti en Amérique. Parce qu'en général, on ne supporte pas. Ma mère était aveugle et elle supportait pas Jacques Luzeran. Mmh. Elle disait oui, comme ton ami Jacques Luzeran qui est heureux d'être aveugle, moi je suis Ouais, pas heureux. ouais. C'est très difficile parce que notre société fait que il y a une espèce de valorisation peut-être parce qu'on a des fantasmes chrétiens de la souffrance et qu'il faut être malheureux de son traumatisme. Mmh. Jacques Luzeran a la preuve du contraire. Et c'est pas la situation parce que la même situation va casser quelqu'un et la plupart des gens qui sont allés à Buchenwald ont été cassés. Il ne fait qu'un seul ne l'ait pas été. Et lui, en plus, il était avec les fous, avec les aveugles, il était dans les conditions de pire. Euh, le fait qu'il puisse dire après, mais la vie est belle, veut dire que c'est possible. Donc, c'est pas la situation qui crée le traumatisme, c'est la disponibilité qu'on avait au traumatisme. Mmh. Il y a des gens qui ont, moi, j'avais 2 parents, les deux ont subi des choses assez violentes pendant la guerre. Mon père s'est battu contre les divisions allemandes, il a marché sur des cadavres, il a été blessé, et il n'avait pas de traumatisme. Ma mère, quand elle a vu le corps de son frère coupé en morceaux par la Gestapo, elle a mis 50 ans pour l'oublier. Donc on est tous inégaux là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas la chose qui traumatise, c'est qu'on a déjà une légère petite faiblesse. Alors bien sûr, c'est pour ça que chercher l'origine du traumatisme, je vais arriver à Buchenwald, je vais arriver à mon agression, mais c'est pas vrai que c'est l'agression. Il y a des gens qui ont eu la même agression qui n'ont pas été traumatisés. Donc il faut aller encore plus loin. Donc il faut aller à la naissance, il faut aller avant la naissance, il faut aller à Adam et Ève. C'est pour ça, pour nous, c'est une perte de temps. Et c'est sans fin. Et sans fin. Par contre, des fois, quand un trauma tactilement vit et se déploie et se résorbe, des fois, il y a des visions historiques d'éléments du passé qui se liquident. Mais c'est pas forcément nécessaire. On peut avoir des gens qui ont des gros traumatismes et
euh, qui sont pas traumatisés. Moi, j'ai eu comme élève à Athènes l'homme qui a créé le métro à Athènes. Il avait été enlevé à Beyrouth pendant l'époque exotique de Beyrouth par les Palestiniens. Il a été torturé tous les jours pendant 3 mois. Il boitait, il avait une hanche pétée. Et il avait trouvé tout seul que c'était pas les coups qui le traumatisaient, c'était la peur des coups. Et donc, il a fait tout un travail quand il entendait les pas dans le couloir, quand il entendait la porte qui s'ouvrait, quand on le portait, quand on le pendait, quand on le mettait, etc. Et il s'est rendu compte que c'est la peur du coup d'après qui le traumatisait, et non pas le coup. Et Jacques Luzon a fait la même expérience quand la Gestapo l'a un peu maltraité. Il s'est rendu compte que quand il s'énervait contre son bourreau, il causait très mal. Et quand il arrivait à être avec un coup, quand le coup était trop fort, il s'évanouissait. Et mon ami grec avait exactement la même expérience. On a un peu travaillé ensemble, mais cet homme n'a aucun traumatisme psychologique. Oui, il a des traumatismes physiques, ça c'est la vie. Puis on peut être heureux avec une hanche brisée. On ne peut pas être heureux avec l'idée, j'aurais jamais dû être torturé. Hmm. Et dans cet art de l'écoute que permet le yoga, à un moment tu dis, rien n'est écouté et personne n'écoute. Bien sûr, parce que la dualité, c'est une représentation cérébrale. Il n'y a pas, en réalité, il n'y a ni perception, ni objet perçu. C'est notre cerveau qui nous oblige, si si mon chien est là, et je décris à mon chien ce qui se passe, je suis dehors et je sens le vent qui caresse mon visage. Si mon chien me demande, alors, qu'est-ce que tu sens? Si mon chien est une race un peu inférieure, je lui dis, ben, bien sûr, je sens le vent. Je sens la fraîcheur du vent. Si mon chien est d'une race un peu plus subtile, je lui dis, ben, bien sûr, c'est ma joue que je sens. Mais si mon chien est un chien brillant, je lui dis, mais tu sais, ce que je sens, je peux pas le dire. Parce qu'on dit, je le sens même pas. Il y a quelque chose qui est là. Et si je dois le formuler, je suis obligé de le formuler en relation sujet-objet. Je suis obligé de te dire où je sens le vent, où je sens ma joue. Mais en vérité, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ma sémantique, mais ma manière de parler, mais mon conditionnement cérébral fait que je n'ai pas d'autre possibilité que de formuler en termes duels quelque chose qui n'est pas. L'expérience est non-duel, mais la formulation d'expérience ne peut pas être non-duel. La Hmm. formulation est duel. Ça ne veut pas dire que ça existe, mais ça veut dire que la sémantique ne permet pas une autre possibilité. Hmm. Je comprends. Et en même temps, tu n'aimes pas beaucoup le mot non-dualité, hein, puisque dans les entretiens ludoviques, tu dis la non-dualité, ça n'existe pas, Bien c'est un sûr, concept dualiste qui ben, vient bien sûr, d'un manque de clarté. ben, bien sûr. Le mot non-dualité implique qu'il y a la dualité. Hmm. Et comme il n'y a pas de dualité, Il n'y a pas de non-dualité. voilà. Hmm. C'est vrai. C'est des représentations cérébrales qui ont une valeur thérapeutique, qui ont une Hmm. valeur pédagogique. Hmm. À un enfant, des fois, tu lui dis, ben, tu as mal fait, tu as bien fait. Ça veut rien dire. Hmm. L'enfant a fait ce qu'il a pu faire. C'est ni bien ni mal, mais on peut justifier pédagogiquement de féliciter son chien, de gronder son chien. Hmm. Voilà. Ça ne veut pas dire que le chien a mal fait ou qu'il a bien fait. Hmm. C'est une manière pédagogique de vivre. Et concrètement, comment, après je vais laisser des questions à nos amis ici. Concrètement, comment on pratique? Combien de temps? Est-ce que tu donnes des indications là-dessus? Bah, une fois qu'on quitte ton stage, le stage d'Éric Barret, est-ce que tu donnes des indications précises Ben, sur le nombre de une temps qu'on fois doit qu'on passer quitte le sur? stage, Ouais, d'abord, on quitte le stage, on ne revient pas. Voilà. Ce qui revient, c'est qu'il n'a pas compris. voilà. C'est la première chose. Ensuite, quand on quitte le stage, on dit aux gens, les malheureux qui ont pris des notes, ils jettent les notes. Et il n'y a rien à se rappeler, parce que si on se rappelle, on va répéter les choses. Et la vie est pas dans la répétition, elle est dans la nouveauté. Donc, on dit aux gens, oubliez tout. Si ça vous concerne, malgré vous, on ne sait pas quand, il y a des choses qui vont vous revenir. Mais pas à la manière dont Eric Barret l'a formulé, non, à votre manière. Et ça, par contre, écoutez-le, et éventuellement, suivez cette résonance. Hmm. Et si vous suivez cette résonance, ben, vous allez vous asseoir des fois sur votre tapis, et vous allez faire comme le premier yogi. Qu'est-ce qu'il a fait, le premier yogi? Qu'est-ce qu'il a écouté? Personne, puis c'est le premier. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de Moura. Donc, il a écouté. Il faut faire pareil. C'est la seule possibilité, c'est de revenir à l'écoute primordiale. Et comme on n'est pas un zèbre, comme on n'est pas un crocodile,
ben, il y a des mouvements, la nature du corps, c'est le mouvement. Donc, on a des moments d'immobilité extérieure, parce qu'il n'y a pas d'immobilité, tout est mouvement. Et puis, le corps, à un moment donné, ben, on va un peu bouger vers l'avant, un peu vers la droite, un peu vers l'arrière. On va s'allonger, on va se mettre debout. C'est les, parce qu'on a un corps qui fonctionne avec des articulations spécifiques. On va retrouver finalement tous les mouvements du yoga naturellement. Alors, bon, celui qui est néo ensuite, il va lui revenir quelques suggestions qu'on a faites pour observer que le souffle dans le corps, c'est une manque de pédagogie. Dans les écoles du yoga, euh, les gens vous disent inspirez par le ventre. Nous on dit non, non, respirez dans l'espace. On va dire mais c'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas vrai. Et prenez un couteau aiguisé, ouvrez le ventre en deux, mettez la tête dedans. Il y a pas d'air dans le ventre. Donc inspirer dans le ventre, c'est faux, c'est une image. Inspirer dans l'espace, c'est faux, c'est une image. L'image inspirée dans le corps est une image qui amène un recentrage. L'image de respirer dans l'espace amène une expansion. Mhm. L'ego est un recentrage, le vertu est une expansion. Toute la pédagogie du yoga du Cachemire est basée là-dessus. C'est des images, mais elles sont pas plus fausses que celles de respirer dans le corps, Mhm. d'inspirer dans le ventre. Mhm. Et tu dis, j'avais noté cette phrase, page 81, le but du yoga est de vous faire comprendre que le corps est en vous et que vous n'êtes pas dans le corps. Ben, le corps, c'est une représentation. Ce qu'on appelle le corps, euh, il y a des gens qui sont fiers de leur corps, il y a des gens qui ont honte de leur corps, il y a des gens qui... C'est des images. Des fois, je me sens lourd, des fois, je me sens léger. Chez la balance, ça change pas. Le corps, c'est une représentation mentale. On reçoit une lettre d'amour, etc., on se sent léger. On reçoit une lettre, ton gosse s'est fait égorger, tu te sens lourd, mais ton poids n'a pas bougé. Donc, ce qu'on ressent du corps, c'est pas la réalité. C'est une image cérébrale. Donc, la lourdeur, la légèreté, la sensation de contraction, son d'expansion, les représentations cérébrales. En réalité, on sent que le cerveau, on sent pas le corps. Je sens pas ma main, non, je sens l'activité cérébrale. On déconnecte mon cerveau, la main n'a jamais rien senti, c'est le cerveau qui sent. J'ai l'impression que je sens ma main, c'est un imaginaire. J'ai pas une notion qui vient d'ici, qui va au cerveau, donc c'est le contraire. Il n'y a que l'activité cérébrale qui est là. Cette activité cérébrale appelle main quelque chose qui ne sent pas. Donc c'est le cerveau qui sent. Donc il y a une espèce d'exploration, on va dire, scientifique de l'activité cérébrale. C'est pour ça que dans le yoga, dans notre approche, on va jamais diriger l'attention vers une région du corps. Parce que ça veut rien dire. Euh, je suis pas en train de diriger l'attention sur ma main est inscrite dans mon cerveau. Si je veux sentir ma main, je serai disponible à l'activité cérébrale et c'est là que ma main se révèle. Que ma main soit là ou qu'on me coupe la main, c'est la même chose. La main est dans le cerveau, elle n'est pas ailleurs. Donc il y a une exploration qui est là, mais on n'est pas dans le corps. Si on cherche dans le corps, on n'est nulle part. C'est une représentation. Uniquement cet organisme de défense qu'on a appelé le corps, qui correspond à un organisme de la personne, qui est à dire je suis français, je suis un homme, je suis une femme, je suis riche, je suis pauvre, je suis intelligent, je suis con, je suis fort, je suis faible. C'est cette même mécanisme d'appropriation qui est quelque chose qui vient de la petite enfance, qui est imposé à l'enfant, qui n'est pas naturel. L'enfant à 3 ans dit John a faim, John n'est pas content. Puis à 5 ans, il dit ah, j'ai faim, je suis pas content. Comme à 3 ans, il dit John n'est pas content. Mhm. Et les parents disent ah, tu es pas content. Tu es beau, tu es laid, tu es Mhm. moche, c'est brillant, tu es un con. Et l'enfant s'approprie. Bon, après, il conteste, mais c'est la même chose. Tout c'est imaginaire. Donc, le yoga, c'est l'art de mettre en question, finalement, tout ce que l'éducation m'a suggéré, tout ce que ma famille, mes parents, la société m'ont donné comme imaginaire. Mhm. C'est pour ça que c'est pour très peu de monde, parce que la plupart des gens sont extrêmement confortables. Il y en a qui sont fiers d'être un homme, il y en a qui sont fiers d'être une femme, il y en a qui sont fiers d'être de droite, il y en a qui sont fiers d'être de gauche, il y en a qui sont fiers de leur voiture, il y en a qui sont fiers de l'équipe de football. L'immense majorité des êtres humains ont besoin de ça, comme le yoga ne les concerne pas. Il y a une personne sur un million qui se dit est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité que de souffrir terriblement quand ma femme me trompe, que d'être heureux quand elle ne me trompe pas, que d'être si malheureux que mon fils est malade, que d'être si heureux quand il n'est plus malade, que de passer mon temps à passer de la joie à la tristesse. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Mhm. Et le yoga est fait uniquement pour ces gens-là, donc, et la technologie est en fonction de ça. Ça concerne très peu de gens. La plupart des gens, comme c'est bien normal, ma femme me trompe. Euh, c'est une salope, ou je suis si malheureux. Il y en a leur équipe de football perd un match, ils sont si malheureux, que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui rayent leur voiture, ils sont malheureux. Euh, Chacun le fait à son niveau. Il y a dans les insultes, ils sont pas malheureux. Mhm.
Et cette capacité d'être dans l'écoute, est-ce que c'est quelque chose qui se développe progressivement ou est-ce que pour toi c'est quelque chose qui se découvre subitement? Autrement dit, est-ce que c'est une découverte subite, comme ça, soudainement, on réalise que le corps est un concept, ou est-ce que c'est quelque chose tu vois, qui se découvre petit à petit et qui est un processus sans fin? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, si on parle de la compréhension profonde, de la conviction, parce que j'en ai pas l'expérience, que c'est soudain, c'est pas genre de formuler comme ça. Ravan Amarchi l'a formulé comme ça, Maharaj aussi, mais ça, c'est pas de mon domaine. Par contre, pour la plupart des gens, il y a une espèce de progressivité de voir leur arrogance, Hmm. de voir comment on fonctionne. Et je crois dans les pays, je donne l'exemple à Marseille, je sais Oui, pas si c'est ça. Pour moi, c'était très marquant. J'ai vraiment vu oui, enfin, c'est ça. Tu parles du type oui, le que clochard, t'as failli oui. ouais, Et planter. et pour moi, c'était vraiment flagrant. Là, j'ai vraiment vu, euh, la allusion pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais j'étais à Marseille, je buvais mon vin le matin sur la Canebière, il y avait une bijouterie en face, sur l'autre côté de la Canebière, il y avait un clochard par terre. Et je vois un type c'est sûrement le propriétaire de la bijouterie, qui arrive dans sa bijouterie, il voit un clochard dégueulasse posé par terre, et il se met à lui donner des coups de pied. Moi, à l'époque, j'étais pas très tendre, et je vois ça, et je me lève, et je vais vers lui en me disant, il va voir ce que c'est de recevoir des coups de pied. Et puis je me rends compte en un seul instant, je suis comme lui. Il voit un clochard, ça le dérange, qu'est-ce qu'il fait? Il veut donner des coups de pied. Je vois cette violence, ça me dérange, parce que je suis comme lui. Et pour moi, c'était vraiment très important de voir ce mécanisme. Et après, ça m'a appris que chaque fois qu'on est choqué par quelque chose, c'est parce qu'on est toujours de la même nature que ce qui nous choque. Les gens qui supportent pas l'homosexualité, on est toujours dans le nid comme petit garçon. Les gens qui supportent pas la violence, il n'y a pas plus violent. Et on fonctionne comme ça. C'est très important de le voir. Il y a quelque chose qui m'ulcère. Je me poser la question, finalement, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ça, je supporte pas. C'est pas mon problème. Et moi, j'ai vraiment vu à ce moment-là. Donc, aussi, ouais. Très bien. Les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à Eric, même si vous n'avez pas lu le livre ou si vous l'avez lu? J'ai pas forcément de questions à poser parce que je vous ai vu plusieurs fois parler. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui revient, un discours qui revient. Et il me semble que ça fait sens parce que, comme vous le dites, à un moment, il y a peut-être plus nécessairement de choses à dire. Mais je tenais à vous remercier parce que ça m'a beaucoup apporté de vous découvrir et la pensée que vous partagez. Et je suis thérapeute et ça a beaucoup affecté ma manière de travailler aussi. Et voilà, je souhaitais juste vous Mm. transmettre. Merci. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a pas de questions à poser parce qu'on comprend d'abord qu'il n'y a pas de réponse possible. Toute réponse est arbitraire. Et il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse à votre question. Personne ne pourra jamais vous la donner. Donc, quand quelqu'un pose une question, qu'est-ce qu'on fait? On répond généralement en donnant des pistes pour que celui qui pose la question revienne à l'écoute. Et c'est là qu'il va avoir la vraie réponse. La réponse extérieure, c'est toujours bidon, ou alors c'est une information, c'est autre chose, pas une information technique. Mais la vraie réponse, elle est dans l'écoute. Et c'est important de se rendre compte que la question vient finalement de la réponse. Si je pressentais pas la réponse, je ne pourrais pas poser la question. Et donc celui qui pose la question doit se rendre compte qu'il y a eu un mouvement d'extraversion vers ce qu'il imagine être une réponse. En vérité, il faut qu'il revienne à l'origine de la question, une espèce de pressentiment, et c'est là qu'il va y avoir la vraie réponse. Mais le fait de poser la question veut dire qu'on pressent la réponse, c'est un peu, dans les textes chrétiens, on va dire celui qui recherche la grâce qu'il a déjà reçue, c'est un peu la même chose. Vous avez parlé du stage, c'est quoi le stage? Et des stages que vous proposez? Excusez-moi. Oh, c'est des stages de gymnastique, il est intéressant. Mais qui dure 4 jours. Enfin, est-ce que c'est un stage, je vais dire, de 3, 4 jours ou 5 jours Il y a qui tout, a il y a une entrée en tout. matière de Il n'y a pas votre d'entrée en travail? matière parce qu'il n'y a pas de fin. Ou, Non, c'est une ou c'est un cours exploration. d'une heure? Non, on se rend compte on se rend compte combien on n'écoute pas finalement, combien dans un mouvement on a toujours
une intention. C'est-à-dire, la plupart des gens, quand on leur dit de lever le bras, ben, ils lèvent le bras. C'est-à-dire, ils vont d'ici vers là. Mais en réalité, non, lever le bras, c'est pas, il n'y a pas de direction. Donc, il y a une présence qui ne va pas d'un point vers un autre point, donc il n'y a que présence. Alors, d'abord, on explore lentement, parce que quand on commence à conduire, bon, on conduit lentement, après on peut conduire vite. Donc, nous, effectivement, souvent, on va travailler lentement pour pas aller d'un point vers un autre. Et après, on fait la même chose extrêmement rapide qu'on fait dans les arts martiaux. La lenteur est pas une manière, c'est une manière pédagogique momentanée. Donc, dans les stages, on se rend compte combien on agit de manière mécaniquement. On sent pas la chose, on pense la chose. Et le corps est devenu un mécanisme d'affirmation. On demande à quelqu'un d'allonger une jambe et avant même d'avoir fini, la jambe est allongée, mais la personne n'a absolument pas senti. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il connaît sa jambe. Nous, on ne connaît pas la jambe. La jambe, il n'y a pas de jambe tant qu'on ne l'allonge pas. Quand on allonge la jambe, c'est la première fois qu'on allonge la jambe. Quand j'étais 3 mois à l'hôpital, j'allonge la jambe, je dois vraiment découvrir qu'est-ce que c'est cette jambe. Je mets le côté de mot jambe, il n'y a pas de mot jambe. Donc, je vais découvrir la résistance de l'air, je vais découvrir la texture du sol, je vais découvrir comment ça se passe dans tout le corps, parce que quand une partie bouge, mais l'ensemble du corps participe. Donc, c'est une forme de découverte de le mécanisme d'ajournement du senti. C'est d'aller toujours vers une direction, physiquement, et ensuite ça se transpose psychologiquement, parce que généralement les gens euh, projettent un but dans une situation et se rendent pas compte de ce qui se passe. Et quand on comprend que la vie est à chaque instant, donc j'ai pas le temps d'attendre un but, parce que peut-être je serais mort avant. Donc, il n'y a plus jamais de but psychologique. Il peut y avoir des buts fonctionnels, mais psychologiquement, il n'y a pas de but. Donc, on fait un mouvement, on va pas vers quelque chose, mais il y a vraiment une exploration. Et dans une vie psychologique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la notion d'arriver à quelque chose va vraiment être effacée de la cérébralité. Donc, le corps, c'est une image du mental. Donc, quand il y a une peur dans le corps, il y a une peur mentale, parce qu'il n'y a pas corps et mental, c'est pas deux choses, c'est la même chose avec deux mots. Si on emploie un mot perceptuel, on parle du corps, si on emploie un mot conceptuel, on parle du mental, mais c'est stupide, c'est la même pièce, il y a deux côtés. Voilà. Mais on peut pas, notre sémantique ne nous permet pas de trouver un mot global. Donc, on parle du corps et du mental, mais même si ça n'existe pas. Euh, donc, quand quelqu'un commence à envisager son corps non plus comme un instrument pour se défendre ou pour agresser, et comme quelque chose à découvrir, à ce moment-là, avec la vie émotionnelle, c'est la même chose. Donc, l'épaule, la hanche, le genou ou les dents, ou les paupières, ou la langue, ou les lèvres, tout ça qui devient vraiment vivant, qui quitte ces schémas de défense, d'affirmation. Et la vie affective, c'est la peur, la jalousie, l'agitation, la colère, la dépression, vont subir le même processus, parce que c'est la même chose. Une épaule lâche, une dépression qui lâche. Et donc, on va avoir la même écoute sans appropriation. Un peu comme quand le point est serré, on n'est pas serré, le point est serré, le point est desserré, on n'est pas desserré. Le point est serré, on n'est pas serré, le point est serré, le point est desserré. Mais quand mon point est serré, je suis pas serré. On est que mon ventre est serré, je vais le serré, je suis pas serré. Quand ma nuque est serrée, et on est quand la peur est là, j'ai pas peur, je sens la peur. C'est ce qui permet l'activité artistique. Quand vous allez voir Rigoletto, à la fin vous pleurez, quand sa fille est tuée, vous sentez la tristesse, mais en sortant de c'est merveilleux. C'est merveilleux de sentir la tristesse quand on n'est pas triste. Qu'un déprimé ne peut pas aller voir Rigoletto. Mais si vous êtes heureux, vous êtes normal, ben c'est merveilleux de lire Ibsen, de lire tous les dépressifs suédois, de la littérature. C'est beau de quelqu'un qui exprime magnifiquement la dépression quand on n'est pas déprimé. Pareil pour la violence. Les gens violents ne peuvent pas voir les choses violentes. Quand on n'est pas violent, on peut voir toute la violence sans aucun problème. Un boxeur qui s'entraîne, sur de là, sur les demandes qui a été agressé, il ne comprend pas la question. Il a reçu un boxeur normalement, il fait ça pendant 20 ans, 600, 700 coups chaque entraînement. Chaque coup d'entraînement est beaucoup plus douloureux que les coups qu'on reçoit dans la rue par un imbécile qui nous attaque. Mais il y a des gens qui reçoivent un coup dans la rue, ça les traumatise pour une vie. Pour sûr, il reçoit tous les jours 600 coups, ça ne le traumatise pas. Les coups ne traumatisent pas. C'est l'idée, je ne devrais pas recevoir des coups qui traumatisent. Les coups sont des coups sur des coups. C'est ce qu'on apprend dans les arts de combat. Les coups font pas mal. Ce qui fait mal, c'est la résistance aux coups. Donc, toute la
l'exploration tactile va se transposer dans la vie affective. Et c'est très important. C'est pour ça que il y a des gens qui payent 100 euros pour sauter d'un pont avec une élastique à la cheville. Ils payent pourquoi? Pour sentir la peur. S'ils sentaient pas la peur, ils ne sont pas idiots, on ne va pas payer 100 euros. Ils sautent, ils crient, ils rebondissent, ils remontent, ils dorment bien. Ils ont senti la peur, ça fait bien dormir, ils sont tranquilles. Et si on met quelqu'un là, au dernier moment, il veut pas sauter, il a peur. On le pousse quand même. Pendant 20 ans, il ne peut pas passer sur un pont. C'est quoi la différence? Il a eu peur, il s'est approprié la peur. Celui qui saute, il a senti la peur. Quand on sent la peur, quand on sent la peur, on est rapide, on court plus vite. Si on fait les coups, on sent moins les coups. Si on en donne, on est plus puissant. Quand on a peur, on ne veut pas bouger. Il y a un exemple que je tenais dans le livre de ça. Mhm. Moi, j'ai vu ça. Jean-Claude parlait beaucoup des deux peurs, la peur qui donne des ailes et la peur qui. Et moi, j'ai expérimenté ça. J'avais 6-7 ans à Marseille. J'étais au bas d'une grande rue et je vois une moto qui arrive, mais elle était peut-être à 200 mètres. Elle allait vite, mais j'avais au moins 3 secondes. C'est énorme. Mais j'ai tellement eu peur que j'ai pas pu bouger. Et la moto a foutu en l'air. Là, j'ai vu la peur qui. J'ai eu peur. Et puis, l'exemple qui est pas très moral, mais peu importe. Je me promène il y a 30 ans au Népal avec un ami tibétain, en portant des choses pas forcément licites. Je me demandais ce que c'était d'ailleurs. Et On le dit pas. ça va rester un mystère. Et, c'était l'époque où il y avait des maoïstes. Et on tourne au coin d'une rue. Il y avait un barrage de mitrailleuses de la police. Ils fouillaient tous les sites. Ils avaient peur des bombes à Katmandou à l'époque. Et on s'est regardé. Et là, j'ai vraiment senti la peur. Et moi, c'était pas trop dangereux. Je risquais de baffe et être expulsé du Népal. Mon ami était tibétain. Il avait déjà tué plusieurs Tibétains euh, sur les ordres des Chinois. C'était compliqué la politique népalaise à l'époque. Lui, il risquait vraiment sa peau. On a tourné la rue et ils étaient au mur là. On s'est regardé, on a éclaté de rire. J'avais la peur partout. On s'est approché du barrage, ils ouvraient tous les sacs. Ils nous ont vus en train de rire. Ils nous ont fait passer sur ouvrir les sacs. Et là, j'ai vu ce qu'était la peur, de sentir la peur sans avoir peur. La première, j'avais peur, je ne pouvais pas plus bouger. Donc, l'approche tantrique, c'est de sentir l'émotion sans s'approprier l'émotion. Et toute l'approche technique corporelle vise à ça. Il y a une transposition à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on doit sentir le poignet serré, je suis pas serré. Et quand un élève qui commence, par exemple, on le fait asseoir, on le penche en avant, et si on lui demande comment tu te sens, ben, en général, il dit, je suis tendu. 3 mois après, on le ramène, depuis il a travaillé, il est toujours pas plus souple. Il dit, assis-toi, va en avant. Et si on lui pose la question, qu'est-ce que tu sens? Il va dire, j'ai le dos tendu. Il est plus tendu, il a le dos tendu. Et c'est ça qui va amener une transposition au niveau de l'émotion. C'est la non-appropriation. Alors, c'est ça le cœur pour nous du travail technique. Et Eric, qu'est-ce que c'est exactement que l'hypnose? Je pense que c'est la meilleure question possible, mais la question est tellement bonne qu'il n'y a pas de réponse possible. C'est à vous de trouver. En tout cas, c'est pas un mot, c'est pas quelque chose, mais c'est la seule chose que vous pourrez jamais oublier sur cet implant. Euh, c'est pourquoi on met le mot écoute? Parce que c'est un mot qui prête assez peu à l'imaginaire. Quand on parle de conscience, de présence, c'est des très beaux mots et c'est peut-être, pour se référer au sanskrit, c'est peut-être des meilleures traductions. Mais ça crée tellement d'imaginaire. Il y a des gens qui pensaient dans la présence, il y en a qui pensaient dans la conscience, il y en a qui pensaient être conscient. J'ai même un ami qui se prend pour un grand gourou qui prétend être conscient de la conscience, to be aware of the awareness, qui est le sommet de l'absurdité. Alors que le mot écoute, Je crois voir qui c'est. on a, oui, j'ai fait la préface aussi. Le mot écoute laisse assez peu d'imaginaire. Et moi, c'est pour ça que j'entends, je pense, l'utiliser. Faut pas non plus y fixer, c'est un mot, faut changer de mot de temps en temps. Mais c'est un mot qui stimule pas personne n'est fier d'être dans l'écoute. Donc il y a beaucoup moins d'imaginaire pseudo-spirituel. C'est pour ça que moi, je suis un mot qui je trouve assez sympathique à ce niveau-là. Mais il faut pas prendre à l'aide, il veut rien dire.
Et tôt ou tard, mais bien sûr, il n'y a rien d'écouté, il n'y a personne qui écoute, donc c'est un mot caduc. Mais il est anti-spirituel, c'est pour ça qu'il est sympathique. Voilà, anti-romantique, on va dire. Et là aussi, il n'y a personne qui écoute. Donc, il n'y a personne. C'est ça, ça me travaille. Tu sais, C'est ça, là. c'est des images. Il y a quelqu'un, il n'y a personne, c'est deux images. C'est aussi faux l'un que l'autre. C'est des représentations. Si tu le prends pour Napoléon et un jour tu te rends compte qu'il n'est pas Napoléon, Napoléon n'a pas disparu, mais il n'a jamais été là. Euh, donc ce qui n'existe pas peut pas cesser d'exister. Donc la personne, c'est une représentation symbolique, un peu comme sémantique beaucoup. Quand on dit il pleut, tu dis pas qu'il pleut. Il neige, tu dis pas qu'il neige. Et quand on dit je marche, c'est une manière symbolique de il n'y a personne qui marche. Tu dis pas je digère, ça digère tout seul. Oui, c'est vrai pour la Quand tu digestion. dors, tu dis pas je respire, non, ça respire tout seul. Si Oui, tu coupes, tu dis pas je cicatrise, ça cicatrise. Il oui, n'y a personne qui cicatrise, il n'y a personne qui marche, il n'y a personne qui digère, il n'y a personne qui bat, il n'y a personne qui circule sur la circulation, et il n'y a personne qui pense. Le penseur, c'est une pensée. oui. Il y a la pensée carotte, il y a la pensée penseur. On ne se prend pas pour une carotte, on n'a pas besoin de te prendre pour un penseur. C'est exactement la même chose. C'est deux pensées. La pensée n'implique pas le penseur. Le penseur est une pensée comme d'autres, mais par manque de clarification, une espèce d'imaginaire de s'approprier, mais prendre pour un penseur, c'est comme se prendre pour un homme, se prendre pour un Français, se prendre pour un Arménien, et c'est respectable. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas une peur à la base, ça devient inutile. Ce qui ne veut pas dire que sur un certain plan, bien sûr, ces choses-là existent, mais psychologiquement, elles n'ont plus de sens. On peut avoir un passeport, moi j'ai un passeport français, mais je suis pas français. Si demain je vais en Chine, j'aurai un passeport chinois, je ne serai pas chinois. Je connais mieux la culture française que d'autres cultures, mais je suis pas français, j'ai un passeport français, bah, c'est comme ça, c'est léger. Si quelqu'un dit les Français sont des imbéciles, je peux le comprendre, dire souvent. Mais ça me concerne pas. Je comprends celui qui dit ça. Je trouve qu'il a tort ou qu'il a raison, c'est autre chose. Mais j'ai pas besoin de me prendre pour un Français. Quand dit les hommes sont comme ça, des fois je peux trouver que ça me paraît juste ou fou, mais peu importe sont mes préjugés. Et je peux me prendre pour un homme. Les préjugés s'approprient quoi que ce soit. Et le penseur, c'est une appropriation comme une autre. Il y en a, ils sont fiers d'eux-mêmes, il y en a qui ont honte d'eux-mêmes. C'est la même chose. Des appropriations qui ont été nécessaires dans une période de la vie, quand on est petit, et à un moment donné, si on grandit, ben, on n'en se rend plus pour zéro. Il n'y a pas d'effort à faire, on n'a pas non plus se prendre pour un penseur, ça n'empêche pas la pensée. Et quand on comprend que tout ce qu'on pense est mécanique, Ouais. on ne décide pas ce qu'on pense. On voit ça à la télévision, on voit un massacre là, on pense ça, on voit un massacre là, on pense ça. On voit un homme politique de droite sur les gauches, on pense ça, un homme politique de gauche sur les droites, on pense ça. C'est totalement mécanique. Euh, on voit un homosexuel, on voit un hétérosexuel, on est pensé. La pensée est mécanique. Moi, j'ai pris assez de LSD pour me rendre compte. Ce qu'on pense est purement mécanique. On prend une pilule rouge, on pense ça, on prend une pilule bleue, on pense ça. Si on tape sur mon genou, j'ai la jambe qui monte, je monte pas, donc c'est la jambe qui monte. Si je prends une pilule rouge, je pense ça, une pilule verte, je pense ça. Je mange comme ça, je pense ça. Si je vis comme ça, je pense ça. Si mes parents étaient condamnés comme ça, je pense ça. Tout ce que je pense est à 100% une réaction, une appropriation. J'ai le préjugé que je pense que les devoirs sont plus importants que les droits. Ben, je vote à droite. Je préjugé, je pense que les droits sont plus importants que les devoirs, je vote à gauche. C'est pas personnel, c'est biologique, c'est le fantasme que j'ai. Donc, on n'est pas responsable de quoi que ce soit, ni de sa sexualité, ni de ses opinions, ni de son goût culturel, ni de... On est responsable de rien. Alors, juridiquement, c'est autre chose. Mais au niveau psychologique. Donc, à un moment donné, la notion de penseur, c'est une appropriation comme une autre. Elle est totalement gratuite. Elle a une valeur, peut-être pour des gens très déprimés. C'est ça que les gens qui ont des problèmes psychiatriques ne devraient pas fréquenter les milieux traditionnels, parce que c'est pas fait pour eux. C'est fait pour des gens qui sont relativement équilibrés, qui n'ont pas de problème à la société, qui ont un problème avec eux-mêmes. À ce moment-là, on peut peut-être aller plus loin. Mais quelqu'un qui a déjà des problèmes à la société avec son corps et son psychisme, ben, il faut voir un thérapeute. Euh, c'est pas fait pour l'approche traditionnelle, qui va mettre en question tout ça aussi. Et le penseur, c'est une représentation cérébrale, c'est comme le mot Dieu, c'est des mots sympathiques. Mais je vois pas ce que ça pourrait vouloir dire. Autre que culturellement. Autre que? Culturellement. Mm.
Peut-être une dernière question, je crois qu'il est déjà 8h30. J'ai un avertissement que j'ai absolument plus de voir. En effet. Je vais la répéter pour le micro. Là, personne n'entendra. Alors, ne s'intéressez pas à ce regard, à cette écoute. Et en fait, est-ce que vous avez pensé quels sont les prérequis en fait que, qu'une personne s'ouvre à ça? Est-ce que vous avez Il faudrait réfléchi à peut-être. ça? Oui. Donc Lorraine demande à Eric, 99%, enfin, c'est ce qu'Eric a dit, 99% des gens ne s'intéressent pas à ce dont on a parlé. Est-ce qu'il y aurait alors des prérequis pour que la personne s'ouvre à cette dimension? Il y a un prérequis. Alors d'abord, ça ne manque pas. C'est-à-dire celui qui ne s'intéresse pas n'a pas besoin, parce que la beauté de la vie dépend pas de l'intérêt ou non. Dans la conscience, c'est pas plus chez celui qui s'intéresse que celui qui préfère le tennis ou le football. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il n'y a pas il y a pas de hiérarchie. Un Mm. sage n'est pas plus que l'ignorant. C'est une autre expression de la vie. Euh, dans le Tantraloka Abhinavagupta, c'est intéressant. Quand on étudie la philosophie indienne, il y a 5 aspects de la conscience de Shiva. Aspect de création, aspect de maintenance, de destruction, la révélation et l'obscurcissement. Et là, on les cite toujours dans ce sens-là. Non, on cite toujours création, maintenance, destruction, obscurcissement et révélation. Sous-entendu que la révélation était l'ultime. Abhinavagupta les met dans le premier sens. Création, maintenance, dissolution, révélation et obscurcissement. C'est-à-dire que pour lui, l'obscurcissement, l'ignorance, c'est le sommet de la conscience. C'est le plus grand de ses pouvoirs. Voilà. Euh, Tirobhava, qui est l'obscurcissement, est au-delà de Shaktipada, qui est la révélation. Et donc, c'est important d'avoir ce côté démocratique par rapport à ça. Et pour ceux qui sont concernés, pour cette objectivation, on va dire, du pressentiment de la vie, mais oui, ça veut dire votre mari est fidèle, votre amant est un bon amant, vos enfants sont en bonne santé, vous êtes en bon état corporel, vous n'avez pas payé votre loyer, vous avez une bonne retraite prévue, vous avez une bonne voiture, et vos parents vont bien, vous êtes dans un pays stupide qui menace un pays qui peut l'écraser militairement, et malgré ça, vous sentez qu'il manque quelque chose. Et vous pressentez que de changer de mari, ça ne marchera pas, changer d'amant, ça ne va pas suffire, que l'état de vos enfants, que la voiture, vous achetez une deuxième, sera toujours pas mieux, que quoi que vous fassiez, le soir, quand vous êtes seul dans votre intimité, il y a quelque chose qui est pas là. Vous savez où c'est pas. C'est pas d'un mari, c'est pas d'un amant, c'est pas d'un enfant, c'est pas d'un voyage, c'est pas d'un gourou, c'est pas d'une tradition, vous savez où c'est pas. Vous savez pas où c'est. Toutes les énergies qui avant, pendant longtemps, ont été, peut-être si je change de mari, si je change d'amant, si je change de gourou, si je suis un enfant, si je jette mon enfant, si j'achète une voiture, si je fais du ski, si j'apprends le sanskrit, peut-être ça va marcher. Mais là, j'ai en moi cette conviction totale que quoi que je fasse, ça va pas marcher. Ça, c'est le prérequis. À ce moment-là, toutes les énergies qui avant étaient utilisées pour chercher ce que je cherche dans les situations, c'est l'énergie qui était centrifuge pour revenir naturellement, pas comme un yogi qui se concentre, mais par non-utilisation, et quand l'énergie revient naturellement à son centre, à sa base, c'est dans ce repos de l'énergie que le pressentiment de la vérité peut se révéler. Donc il y a la moindre énergie excentrique, donc je pense encore, si je marie, si je divorce, si je fais un enfant, si je fais du ski, si j'apprends ceci, si je fais du yoga, si je change mon alimentation, si je vais à Benares, ça va marcher, c'est pas le moment. Je suis encore dans l'imaginaire, et c'est évidemment respectable. Très bien. Ben, merci Eric, merci Merci beaucoup. à toi. Et puis, je pense qu'on peut